Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Merci de nous avoir suivis dans nos aventures récentes avec Jean-Baptiste Toré. Maintenant, nous retrouvons le cours normal de nos émissions. En tout cas, on essaye. Mais de qui parle je parle bien sûr de Manuelas. Salut Olivier, comment tu vas ? Ça va bien, merci, même s'il est un peu tard, mais c'est pas grave, on fait comme si on était en pleine forme. Lucien Alflantz. Salut les gars, tout pareil. Nous avons quand même un programme chargé puisque les sorties ont repris un rythme qui s'accélère de plus en plus et on a sélectionné que 3 films, mais ça nous a mis du temps pour nous accorder sur ces 3 films. Et donc ce soir, nous parlerons d'Annette, bien sûr, un des films événements de l'année qu'on traite un peu en retard, mais bon, c'est pas très grave. Annette, donc de Léos Carax. On parlera également du Peuple loup de Tom Moore et Ross Stewart, le film d'animation. Et on finira avec Last Night in Soho, le film d'Edgar Wright. Et en fait, en toute fin d'émission, on aura aussi quelques mots individuels sur les Olympiades de Jacques Audiard, The French Dispatch de Wes Anderson et le dernier duel, je crois que ça s'appelle, de Ridley Scott, mais aussi Cop Shop de Joe Carnahan. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission et de toute façon, comme vous le savez, les timings sont repris sur notre site et aussi sur PodCloud. On va commencer bien sûr par un jeu que j'ai baptisé ce soir ainsi Fond en l'honneur d'Annette. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. 2, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des 2 mains ? Alors, un petit quiz, 3 petites questions, assez faciles, j'étais pas super inspiré, donc voilà, 3 petites questions. Le premier qui dit son prénom, Manu ou Lulu, je lui passe la parole. Alors, première question, tazazam, roulement de tambour. Dans quel film de 1982 suit-on les aventures de Jen le Gelfling ? Alors, 1982, qu'est-ce qu'il y a avec des marionnettes en 1982 Ça serait pas Dark Crystal ? Exactement, Manu, bonne réponse. Dark Crystal de Frank Oz et Jim Henson. Alors, deuxième question. Quel film de 89 relate l'enfermement du marquis de Sade à la Bastille ? Alors là, tu dis 89, c'est ça, Olivier ? On Ouais. rappelle quand même qu'en 89, on devait même pas avoir nos 10 ans et Lucien ne devait même pas être conçu. Donc ça va quand même être très compliqué. Bon, eh bien, je balance alors l'info, puisque vous n'étiez en effet sûrement pas en âge de voir ce film, puisqu'il s'agit de Marquis, scénario, dialogue, direction artistique de Topor, donc qui relate l'enfermement du marquis de Sade à la Bastille, où il parle avec son sexe. Ok, et c'est quoi le titre ? Marquis. Marquis. J'avais jamais entendu parler de ce truc. Ouais, ça c'est normal, fallait regarder les adaptations de Marquis de Sade à 7 ans, Lucien. Avec des mecs qui parlent avec leur bite, quoi. Enfin bon. Alors là, ça va être une question de rapidité. Dans quel film de 2011 Mel Gibson dialogue-t-il avec un castor ? The Beaver, un film de Jodie Foster. Ouais, c'est ça. Très bien, bonne réponse Manu, ça fait 2 bonnes réponses pour Manu, 0 pour Lucien, mais ce sera quand même toi Lucien qui commencera sur Annette de Léos Carax. First time I fell in love. Woke up next to the girl and escaped fast and far. But Anne has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me, it's a little more puzzling. 1, 2, 3, 4.
So may we start, may we start, may we start, may we start. So may we start, may we start, may we start. There she is. Prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes, Annette est le 6e long métrage de l'enfant terrible du cinéma français, Léos Carax. Né à Suresnes en 1960, Léos Carax a signé son premier long métrage en 84 avec Boy Meets Girl, suivront Mauvais sang en 86 qui révèle Juliette Binoche, avant le tournage compliqué des Amants du Pont-Neuf qui sort finalement en 91. Une première traversée du désert précède la sortie de Paula X, adaptation d'Herman Melville en 99. Deuxième période de vache maigre avant de participer au film à sketch Tokyo, avec un segment qui met pour la première fois en scène le personnage de Monsieur Merde que l'on retrouve en 2012 dans Holly Motors, long métrage qui permet à Léos Carax un retour en grâce auprès d'une bonne partie de la critique. Coproduction entre la France, l'Allemagne et la Belgique, Annette est une comédie musicale en anglais, écrite et mise en musique par le groupe américain Sparks. Le film met en scène Henry McHenry, star de stand-up comédie qui file un amour a priori sans ombrage avec la cantatrice Anne de Franou. De leur idylle médiatisée naît une petite fille, Annette. Mais alors que la carrière d'Henry décline, la petite famille part en périple sur un yacht où leur destin prendra un tour tragique. Le film est interprété par Adam Driver, aussi crédité à la production. Marion Cotillard et Simon Helberg, vus auparavant dans A Serious Man des frères Cohen en 2009, complètent le casting. L'image est de Caroline Champetier, qui avait déjà travaillé avec Léos Carax sur Holly Motors et qui est une collaboratrice régulière de Xavier Beauvois. C'est Lucien Alflands, notre poète maudit à nous, qui démarre sur le film de ce bon vieux Léos. Alors c'est super difficile de commencer sur ce film, je pense, dans l'absolu. Ça l'est peut-être encore plus pour moi, parce que c'est vraiment un film que j'adore. Alors je vais essayer de passer brièvement sur ce que je pourrais dire sur le film sans me perdre dans des tunnels de dithyrambe, en disant peut-être que moi ce qui m'a plu au premier abord dans le film, c'est ce numéro de funambule qui fait tout du long, cette espèce de corde de raid permanente sur laquelle il avance entre désespoir cynique et croyance absolue, que ce soit en l'époque, en l'ambivalence des personnages, comme dans sa propre forme, en jonglant en permanence entre grotesque et sublime, entre le venin et la grâce, le malaise et la fascination, entre l'œuvre populaire et la radicalité. Et en ce sens, il me semble en adéquation assez parfaite avec la musique composée par les Sparks, qui se partagent entre on peut dire l'efficacité, mais c'est un trait les mots pour parler de musique, mais l'efficacité pop et la profondeur de certaines dissonances, qu'elles soient mélodiques, rythmiques, lyriques, etc. Et même d'un point de vue méta, entre cet équilibre permanent dont je parle et le relief de la radicalité, je veux dire, de la proposition du film de Carax. C'est d'ailleurs ce que semble dire l'ouverture qui est, et là je tends tout de suite une perche, mais très godardienne du film, à travers l'utilisation de ces oscillogrammes, à travers le mix chimique, je veux dire, entre l'image et le son, à travers Carax lui-même qui lance le show en poussant dès le départ les potards à 200%. Mais avant même tout ça, ce qui m'a fasciné dans le film, que j'ai vu 5 fois, c'est ce qui me fascine en tout cas devant les 3 films de Carax depuis Paula X, c'est ce sentiment de jamais vu et une croyance absolue en la croyance du spectateur justement et au pouvoir de fascination du cinéma, qui est un pouvoir qu'on trouve tous, je pense ici, euphorisant et qui est de plus en plus rare dans le cinéma contemporain, particulièrement dans le cinéma français. Et dans ce cas précis ici, qui pourrait découler assez directement, à mon sens, du cinéma muet. Ouais, je vais être un peu emmerdé pour te répondre, Lucien. J'entends ce que tu dis et j'aimerais bien partager le même enthousiasme que toi. Sauf que pour moi, c'est une proposition de film qui fonctionne pas du tout. C'est un film qui me tient constamment à l'écart, que j'observe à distance, avec effectivement une certaine fascination, mais aussi
une certaine forme d'ennui, et je pense que mon ressenti a beaucoup à voir avec la manière dont Carax me présente ses personnages, qui m'apparaît extrêmement artificielle, extrêmement peu convaincante. J'ai par exemple beaucoup de mal avec le personnage d'Adam Driver, à croire à Adam Driver en star du stand-up, quand la vision même que me propose Carax me semble engoncée dans une caricature de scène new-yorkaise des années 80. C'est une vision qui me semble extrêmement datée, assez peu en phase avec l'époque, et bon, c'est un peu pour paraphraser un invité qu'on a reçu récemment derrière dans le micro, et qui pourtant, je pense, a aimé beaucoup le film. C'est pour moi un film qui est vraiment en retard, ce qui fait que j'ai assez peu de points d'accroche pour rentrer dans le film. Je crois pas à ce personnage d'Adam Driver, et donc je crois pas à sa starification, tout comme à sa déchéance et à sa chute. Et j'ai autant de mal avec le personnage de Cotillard, qui pour moi est guère mieux loti. C'est vraiment, c'est un personnage qui est réduit à une forme d'enveloppe vide, sans réelle consistance, une sorte de page blanche sur laquelle effectivement on peut tout projeter, on peut projeter bien des choses, mais qui me semble quand même assez vide et qui manque cruellement de caractérisation. Et en plus, je trouve que c'est vraiment un film qui est extrêmement décousu, qui abandonne plein de pistes en cours de route. Je pense notamment à cette scène avec Marion Cotillard dans sa limousine, où on prête un passif de prédateur sexuel au personnage d'Adam Driver, pour être totalement abandonné la scène suivante. Donc c'est, voilà, par le passé, le cinéma de Carax, c'est un cinéma qui a pu me toucher, c'est un cinéaste qui a compté dans la construction de ma cinéphilie, qui est beaucoup lié à mes années d'adolescence, mais j'ai l'impression que c'est un cinéma qui est resté adolescent, tant dans ses qualités que dans ses défauts. Ce qui fait qu'au final, c'est un cinéma que je trouve assez peu incarné, très démonstratif, et qui aujourd'hui me parle assez peu, et qui peine à m'émerveiller, comme ça a pu être le cas pour toi, Lucien. Mais alors, moi, il y a un truc avant de passer la parole à Oli, moi, il y a un truc qui m'interroge dans ce que tu dis. Et j'entends, j'en suis très triste pour toi, Manu, mais voilà, la vie est ainsi faite. En fait, moi, je l'ai vu comme un film, pour le coup, justement, très contemporain, qui utilise ses références et sa soif absolue de cinéma et l'émotion qu'il procure en tant que tel pour se protéger du narcissisme ou de la rédemption d'un personnage génial, mais qui n'en mérite pas tant, voire du ridicule, entre guillemets. Et à chaque fois que l'une de ces choses affleure, en fait, le cinéma reprend ses droits, et je trouve ça simplement enivrant, et ça me fait, entre guillemets, jamais tomber dans les écueils dont tu parles. En fait, tout pour moi dans le film passe par le cinéma, et plus largement même par l'art, la création, qui chez Carax sert à la fois de déclencheur et de catalyseur pour toute chose, et se permet donc même d'être pluriel, et parfois même simultanément drôle, horrible, sublime, tout ce qu'on veut. Et enfin simplement moi j'ai que très très rarement vu ça. En fait, il y a des trucs qui me questionnaient, où en effet je me suis dit enfin voilà, des choses qui me questionnaient, puis je me disais en fait entre autres par rapport à la manière dont il traite du journalisme people intrusif comme ça. Et en fait, je me disais, mais comment traiter autrement que par le ridicule dans le contexte artistique que développe Carax, ce genre de choses? Ben, je vois pas, en fait. Ouais, mais moi, le problème que j'ai vis-à-vis de ces chapitrages people en mode paparazzade, là, c'est qu'ils sont d'une laideur inouïe. Et, ouais, ok, tu vas me dire, c'est le propos du film. C'est exactement ça. Mais le problème, c'est pas, en fait, la laideur en tant que telle de ces images-là, c'est le manque d'inventivité formelle criant de Carax à cet endroit-là. Et en plus, c'est quelque chose qui ne répète ad vitam aeternam tout le long du film. Moi, ça m'a fait penser à ces mauvais polaroïdes qui chapitraient déjà Conte de Noël des Pléchins. Voilà, c'est un moment où la forme se heurte face à une manque d'inventivité de la part du cinéaste, qui me pose problème, moi, personnellement. Sauf que c'est extrêmement porteur. Enfin, ce truc-là, je reviendrai là-dessus, hein, mais parce que tu dis deux choses qui me donnent envie de rebondir. D'abord, c'est que oui, en effet, la laideur formelle de ces moments-là, la platitude formelle de ces moments-là, la fixité des images à ce moment-là, la laideur de la typographie, de l'image, des photos, tout, c'est évidemment volontaire. Enfin, je veux dire, c'est sa manière grotesque mais c'est pas quelque chose que je remets en cause, cet aspect, que ça soit volontaire, bien sûr. C'est évident que c'est un propos que tient Carax vis-à-vis de ça. Le problème, moi, ce que je questionne, c'est son manque d'inventivité formelle à un moment. C'est juste ça. Le mec te répète quand même 15 fois le même procédé au sein du film. Mais c'est un truc structurel qui vient directement de l'opéra, je pense. Cette espèce de carton comme ça qui vient un peu couper le récit. C'est un peu étrange, c'est surprenant, c'est un peu... ça peut paraître un peu daté en effet, mais ça vient directement de là. Mais pour terminer ce que je disais là-dessus, ce côté grotesque qu'il a dans ce traitement-là, et puis des moments où il va traiter ça de manière beaucoup plus sombre, et particulièrement lorsqu'il va un peu s'intéresser à l'imposture de ses héros. C'est à nouveau un traitement qui en fait un film double, qui se part de codes ancestraux du cinéma pour se disséquer de manière follement contemporaine,
et au plus près du mal. En plus, c'est un truc qui m'a fasciné dans le film, la posture, je veux dire, narcissique, l'arrogance de l'image renvoyée et le coup humain de tout cela, sans jamais, je veux dire, à l'heure des millions de likes sur Instagram, être démonstratif et cherchant à garder en permanence une forme d'ambivalence par rapport à tout ça. À nouveau, moi, c'est des choses que j'avais simplement jamais vues. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est un film assez démonstratif, et puis j'ai du mal à voir l'ambivalence de ces personnages, parce que tout simplement, je n'y crois pas, ces personnages-là, dès le début. Je ne crois pas au personnage de Cotillard, comme je l'ai expliqué. Pour moi, c'est une enveloppe, une coquille vide. J'ai du mal avec ce personnage d'Adam Driver, parce que quand ton référent de comique de stand-up, c'est Lenny Bruce, en 2021, je pense que ça me paraît un petit peu daté. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à percevoir tout ce que le trajet que tu vois autour de ces personnages-là, parce que pour moi, ils ne me sont pas vendus en tant que tels, ils ne me sont pas construits dès le départ. Peut-être que, je sais pas, Olivier aura encore une vision tout à fait différente de la chose. Moi, non, je vous écoute assez religieusement, parce que je suis curieux de voir comment Lucien va défendre ses attaques entre guillemets par rapport à la forme du film, parce que moi en effet je trouve aussi qu'au niveau de la mise en image, je regarde les effets sans arrêt, et je trouve qu'il y a pas une poésie particulière qui se dégage de ce côté très cheap, très fabriqué. Je trouve que moi je suis constamment aussi, malheureusement pour moi, je suis un spectateur constamment en train de regarder le côté fabriqué de l'ensemble et de voir un petit peu tout le temps tous les artifices, et du coup le film échoue à me happer, et l'émotion ne naîtra que dans la scène finale un tout petit peu, mais même dans cette scène finale je vais être trop occupé à regarder le maquillage foireux vieillissant d'Adam Driver, et donc du coup je suis constamment en retrait en effet par rapport à ce qui se passe, et c'est dommage, parce que à certains moments, par exemple, tout ce qui se passe avec la tempête, même si de nouveau je regarde les effets, la scène après de naufrage, je trouve la mise en scène très opératique, assez ça peut un peu me séduire, cette apparition justement de Marion Cotillard à ce moment-là, qui évoque clairement un peu un mélange d'une sirène et d'un fantôme japonais, comme ça. Il y a quelque chose qui me plaît, mais en même temps je vois la fabrication même de son costume, tout m'apparaît extrêmement fabriqué tout le temps, et c'est ça qui me laisse sur le carreau, quoi. Tu parlais de la musique, moi je trouve la musique pas très inspirée en fait. Je crois qu'il y a quasiment rien qui me reste en tête en fait de cette musique. Par contre, pour moi, le vrai point fort, là je suis peut-être en désaccord avec Manu, le vrai point fort du film pour moi c'est Adam Driver. Je trouve que Adam Driver est magnétique. C'est un peu un adjectif à la con qui est en couverture de première, mais ouais, moi je te parle pas de l'acteur, je te parle de son personnage, et de la manière dont il est introduit dans le film. Ouais, non, la manière dont il est écrit, et c'est en effet c'est le trajet qu'il va avoir tout au long du film, j'adhère pas, mais je trouve que je suis constamment intéressé de le regarder, quoi. Tu vois, même déjà rien que dans la première scène, la manière dont donc l'espèce de So We Start machin là, il y a tous les autres acteurs à côté, mais je ne vois que lui tout le temps. Tu vois, il y a un truc où sa présence suffit à me maintenir éveillé tout au long du film, mais je suis constamment aussi en retrait par rapport à ce qui se passe, pas vraiment intéressé non plus par le récit, parce qu'en effet, comme le dit Manu, peut-être que il est trop artificiel ou trop schématique. Enfin, on n'est pas assez en accord émotionnel avec les personnages, qui n'existent pas assez. Mais voilà, donc moi je suis un peu emmerdé par rapport à ce film, et je voulais savoir, Lucien, comment est-ce que toi tu reçois en fait tous ces artifices extrêmement voyants et extrêmement parfois un peu cheap? En fait, alors la conversation est intéressante, parce que en fait tout ce qui vous déplaît dans le film, c'est tout ce que je trouve sublime, mais vraiment, hein. J'ai envie d'abord de reprendre les choses dans l'ordre, et de parler du côté d'abord, parce que ça me donne envie, en fait je crois qu'on est dans une telle incompréhension que est-ce que vous aimez l'opéra? Enfin, parce que cette structure dont vous parlez, moi j'en retrouve la même parmi certains des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'opéra. Mais ça, on n'est pas dans le même art, d'accord.
mais ça reste quand même des structures qui sont extrêmement proches. Ah mais carrément, mais je te rappelle quand même Lucien qu'un des premiers films dont on a parlé dans ce podcast-là, c'était quand même Mad Max Fury Road, donc pour tes questionnements sur notre appréciation de l'opéra, je pense que tu as un peu un début de réponse. Évidemment que le côté opératique, et moi je pensais à Mad Max en voyant Annette. J'ai pensé à Mad Max, j'ai pensé dans son appréhension, je veux dire, de l'imagerie poétique. Alors il cite littéralement, très littéralement, Vidor, Murnau, Edgar Allan Poe, Cukor. Mais j'ai pensé à Cocteau, à Godard, à Miller, à Gans, à De Palma, à Coppola, à Lynch, à Turner. À travers cette forme d'imagerie très marquée, très poétique, très expressionniste à certains moments, très cinématographique en fait. Et en même temps qu'il utilise tous ces codes-là, enfin toutes ces références-là pour les, à mon sens, pour les moderniser. Et je trouve ça assez fascinant, in fine, ce que ça me raconte, ce que ces images même qu'il utilise et la manière dont il les réinterprète finissent par me raconter sur le rapport du monde à l'art. Mais vraiment, hein, c'est un truc qui a été assez vertigineux pour moi au cours de mes visions de ce film. Désolé, là, je t'interromps, Lucien, c'est juste, mais qu'est-ce qui, dans ce film-là, te semble à ce point inédit, ou du moins te fascine dans le propos de Carax sur la création? Je sais pas, par exemple, un regard d'un film, tu viens de citer de Palma, un regard d'un film comme Blowout de Palma. Alors là, faut que tu m'éclaires sur le rapport avec Blowout de Palma. Tout simplement le rapport à la création artistique et toute la part de noirceur nécessaire à toute forme de création. Ok, oui, d'accord, dans ce sens-là. Après, je pense que les films sont très très différents, ont un traitement presque. Enfin, ouais, j'avais pas. Tu me prends au dépourvu avec cet exemple-là parce que j'y avais absolument pas pensé, mais. C'est juste parce que j'ai du mal à comprendre et à saisir le rapport qu'il y a entre le cinéma de Carax et celui de Palma, en fait, tout simplement. Je pensais plutôt à Phantom of the Paradise à travers entre autres l'utilisation des plans séquences et le passage entre la scène et les coulisses. Ouais, donc on est quand même sur quelque chose de plus littéral. Ouais, c'est ça. Mais de manière plus terre à terre, en fait, dans Annette, il s'agit surtout de disséquer la spirale destructrice d'une enfance par des parents, des adultes artistes dévorés par leurs égos créateurs, jusqu'à un final. Tu parles des adultes, des personnages principaux, mais la mère est assez peu présente dans cet aspect-là, notamment, quand même. Ah ben, pour moi, elle est présente je veux dire, formellement. Mais laisse-moi, je vais y venir. Donc ces espèces de sur-ego, je veux dire, créateur jusqu'à un final que je trouve déchirant. Lui aussi construit par une narration hyper étrange, mais que je trouve tenue par les propres mises en forme, je veux dire, de cette narration. En fait, pour moi, l'émotion, elle monte à partir de la moitié du récit, je veux dire, elle monte sans cesse. Et à certains moments, enfin même dès certains moments un peu décorrélés de la scène finale, enfin il y a un truc très je pense par exemple à la scène de didascalie du chef d'orchestre qui moi m'a vraiment fait monter les larmes aux yeux. Ouais, c'est plutôt une scène assez réussie, effectivement. Ouais, et en plus qui désamorce assez le côté un peu décousu que je veux bien entendre hein, de la narration, mais qui pour moi à nouveau vient tout droit d'une construction d'opéra ou d'opérette, je sais pas exactement, et il désamorce le côté très plat de cette didascalie par un truc qui est renversant formellement, je trouve. Oui, moi, ce que je t'évoquais, c'est cet aspect décousu du film. C'était plus, par exemple, un regard de cette scène avec Marion Cotillard dans sa limousine, ou qui, à mon sens, tu peux l'éjecter du film, ça ne change rien au scénario et à l'évolution du récit, tout comme dans la platitude dont il met en scène la chanteuse Angèle, là, dans cette télévision, où là encore. Oui, après, il utilise plusieurs chanteuses connues pour faire ça. On est dans une scène où on sait jamais, justement, en fait, c'est aussi une chose que je trouve assez, brillante dans la façon dont il ne construit ses personnages, en fait, dans la première partie du récit dont fait partie la scène dont tu parles, en tout cas, qu'à travers leur création ou à travers une sorte de perdition totale entre rêve et réalité, entre scène et coulisses, pour revenir un peu sur les plans séquences, et surtout entre représentation et réalité. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Et cette scène-là, elle marche très bien là-dessus. J'aime d'ailleurs beaucoup le réveil du rêve, où en fait le plan où elle se protège de l'arrivée fantasmée de son compagnon qui va rentrer dans la limousine. Elle relève encore un peu plus ça en apportant l'artificialité du geste, quoi, qui à nouveau
Enfin, c'est ce genre de geste qu'on retrouve plus jamais chez les acteurs et qui est réutilisé plusieurs fois dans les films contemporains, je veux dire, et qui est réutilisé plusieurs fois dans le film, entre autres lors d'une situation de Murnau dans une scène de chatouille, on va dire, qui est, je trouve, hyper importante justement dans la narration. Je pense que c'est quelque chose que Carax, dans sa mise en scène, a très bien compris. Je trouve ces passages dont je parlais, entre coulisses, entre scènes, entre réalité, entre rêves, etc. Enfin, ce qu'il fait à travers les plans séquences, à travers un travail sur le mouvement pour l'un, en parlant du personnage d'Adam Driver qui est en permanence en mouvement, la caméra en permanence en mouvement autour de lui, avec certains raccords que je trouve simplement géniaux, et d'une simplicité un peu bricolée, mais ça j'entends aussi, mais c'est quelque chose que j'adore dans le film. Le côté bricolage du film, moi, me fait penser vraiment, quand je parlais d'Abel Gans, je retrouve des trucs qui viennent de là, quoi, qui sont, pour moi, le lien est assez direct. Je pense entre autres à un raccord en tout début de film où il se bat face à un miroir, enfin il s'échauffe comme un boxeur avant de monter sur scène face à un miroir, il esquisse des gestes de boxe et puis il frappe son reflet et il y a un jump cut où il vacille, et je trouve vraiment, il y a un truc qui fonctionne sur mes tripes dans ce plan-là, vraiment un truc qui me fait vaciller moi-même, parce que je trouve ça vraiment brillamment mis en scène. Et pour moi, un des plus beaux jump cuts, non pas un des plus beaux jump cuts, mais une des plus belles ellipses, se trouve dans la scène d'accouchement de Marion Cotillard, avec cette idée de plan centré sur le visage de Marion Cotillard. Et je trouve l'ellipse entre la scène de sexe et l'accouchement absolument géniale. Ouais, mais c'est justement de cette scène-là dont je te parle. En fait, oui, c'est ça, d'accord. Et en plus, pour moi, avec une idée de développer autour de cette scène qui est assez inédite dans la manière de montrer le chevauchement de l'acte amoureux et de la naissance d'un enfant. Et ça, pour le coup, c'est un type de scène qui rentre parfaitement dans ce que je disais plus tôt, cette espèce de moment où tu peux être à la fois dans une forme de fascination, à la fois il y a un rapport comique, à la fois il y a un rapport romantique, à la fois il y a un rapport, enfin, il mélange tout ça et enfin, pour moi, t'as même pas à choisir, quoi. C'est tout ça à la fois. Et je trouve ça assez fascinant là-dessus. Ouais, mais justement, moi, j'aurais beaucoup aimé retrouver cette idée et ce dont tu parles à l'échelle du film dans son entièreté, ce que je ne retrouve pas du tout. Moi, je l'ai de manière très parcellaire, uniquement quasiment dans cette scène-là, quoi. Peut-être. Après, pour terminer sur cette idée que je lançais sur le fait que donc Adam Driver, Henry McHenry soit en permanence montré dans le mouvement et l'autre intégralement dans la fixité, et c'est vrai que c'est un personnage qui est très fixe, et je vais dire dans son parcours qui d'abord, on va pas spoiler, mais qui est pas aussi long que celui de Henry McHenry, mais qui bouge très très peu, même avec la naissance de l'enfant, on a une scène qui laisse imaginer quelque chose, un éventuel mouvement, mais qui en fait elle reste très fixe tout le long, et ça fait partie, c'est sa préciosité, et en fait moi, c'est ce qui me plaît, en fait, c'est que dès le départ, à travers cette dichotomie dans la présentation, dans la mise en scène, dans la manière dont ils sont présentés par l'image et presque uniquement par l'image, parce que le texte est toujours très très ambivalent et un peu compliqué à comprendre, je trouve. D'autant que chez Marion Cotillard, il y a très peu de texte. C'est que d'emblée, à travers la mise en scène, il va placer Henry McHenry dans la prédation et j'ai oublié de Franou, j'ai oublié le nom du personnage exact de Marion Cotillard, mais dans la préciosité. C'est un truc qui va jamais lâcher et qui marche et qui crée ce décalage qui monte au fur et à mesure du film, parce que elle s'enferme là-dedans et lui, il déborde, en fait. Et de la même idée, en fait, la naissance d'Annette et le parti pris qui l'accompagne, qu'on va pas spoiler non plus, parce que moi j'ai trouvé, enfin, vraiment j'étais pas au courant, et ça m'a vraiment fait quelque chose de fort. Le personnage d'Annette et le parti pris formel qui l'accompagne, je le trouve brillant aussi, parce que c'est un corps à moitié inerte qui attend de naître vraiment. D'ailleurs, parenthèse, mais le rapport à son singe qu'elle trimballe partout, directement associé à l'image de son père, je la trouve magnifique aussi, la manière dont il lui est retiré et tout ce qui se passe à la fin autour de, justement, du fait qu'elle prenne une autre forme de vie et qu'elle abandonne son singe. Moi, j'ai vu le film 5 fois, sur les 20 minutes, je pleure à fond, les 5 fois, hein. C'est pas, sur moi, ça fonctionne à plein pot, quoi. Et à côté de ces personnages-là, parce qu'au final, il y a que 4 vrais personnages dans le film, t'as le personnage du chef d'orchestre, et là où Oli dit qu'il trouve Adam Driver génial, moi je trouve que ce personnage est brillamment interprété par, j'ai oublié son nom, Simon Hedberg, un truc comme ça,
Justement parce qu'il est dans un rapport tout à fait différent. Il est dans une forme de simplicité, loin de toutes les emphases des deux autres. En fait, c'est un personnage banal et par sa seule stature, par son côté introspectif et son placement dans le cadre, il suffit à donner une forme d'échelle du baroque par rapport aux autres personnages. Et ça, pour moi, ça marche tout du long. Un autre truc, c'est que j'ai que très rarement vu la puissance d'un spectacle dans le cadre du spectacle filmique, du film qu'on est en train de regarder. À ce point-là. Moi, je trouve ça vertigineux à quel point il utilise les moyens du cinéma pour créer le vertige d'un spectacle qui se passe dans le film qu'on est en train de regarder. Alors, il y a un million d'exemples pour étayer ça, mais je pense que le plus évident, le truc qui m'a frappé en premier, je veux dire, c'est l'utilisation des micros et du son des micros dans le film. Je trouve ça vraiment génial. Ça, par exemple, c'est un truc que j'ai très peu vu. Ça, c'est un exemple typique d'un truc de mise en scène que j'ai rarement vu au cinéma. La manière dont il utilise les sons des micros qui sont utilisés dans le film pour créer un effet du film lui-même sur le spectateur qui est en train de regarder le film. Moi, j'ai rarement vu ça. Et puis je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'il y a un côté, on a beaucoup vendu le film j'ai beaucoup entendu qu'il s'agissait d'une comédie musicale, mais en fait pour moi c'est un film où on chante, mais comme je disais, on est pour moi bien plus proche de l'opéra. Et puis je sais pas, là je crois que je commence à être un peu long, mais c'est un film léger, mais d'une noirceur sans fond, qui est presque anard par certains moments, que je trouve incroyablement intime et qui se refuse à tout instant, à toute forme de sagesse, mais qui se refuse, parce que là, on décortique, mais qui se refuse un peu, à mon sens, en permanence à sa propre théorisation. Moi, j'ai trouvé ça simplement brillant, bouleversant, perturbant, fascinant, tout ce que vous voulez. C'est là-dessus que je comprends qu'en fait, on passe à partir si on rentre pas dedans dès le départ, si on n'achète pas le projet dès le départ, je pense qu'on peut jamais rentrer dedans. Ouais, mais c'est quand même le job du réalisateur de te faire croire dès le départ à ça aussi, à mon sens. Ben ouais, mais moi j'y crois dès le départ, donc ça c'est vraiment une question de positionnement par rapport à ce genre de choses. Mais c'est un film qui ne fonctionne tellement que par sa proposition, j'ai envie de dire, que si on l'achète pas dès le départ, c'est pas possible en effet. Et c'est là-dessus que je disais quand je parle de non-théorisation entre guillemets, c'est qu'en fait tout ça, tout ce que je ressens, tout ce que je comprends du film, c'est jamais un truc qui t'est expliqué. C'est vraiment que un truc que tu ressens. Et à nouveau, moi c'est tout ce que j'attends du cinéma. Très bien, je pense que on va laisser justement la parole à Lucien, crier son amour pour ce film et nous être juste interrogatifs un peu, nous laisser dans notre incompréhension. Nous sommes en fait spectateurs de la dithyrambe de Lucien, comme nous étions spectateurs du film. Je propose qu'on fasse un petit détour irlandais avec Le Peuple Loup, Wolfwalkers de Tom Moore et Ross Stewart, et non pas Rod Stewart. Ça aurait été pourtant tellement sympathique. Ça aurait pas été la même chose, même si j'ai pas vu le film. Loup, loup, chasse-le de nos terres. Les forêts sont peuplées de loups. C'est ma mission de les tuer, pas la tienne. Oui, mais allons chasser ensemble. Les loups, les ours, même les dragons. C'est un de ces maudits Wolfwalkers. Un Wolfwalker? Ces êtres qui parlent avec les loups, avec ses pouvoirs magiques. Tu peux sortir maintenant. On t'a repéré à l'odeur et tu empestes. Vous êtes un Wolfwalker? T'es loup dans ton sommeil. Quoi? Et petite fille au réveil. Robin? Il m'est arrivé quelque chose. Ça, je vois. C'est trop bien. T'es louve maintenant. Sois une louve. Après Brendan et Le Secret de Kells en 2009 et Le Chant de la Mer en 2014, Le Peuple Loup est le nouveau long-métrage d'animation du producteur, scénariste et réalisateur irlandais Tom Moore, cette fois-ci co-réalisé avec Ross Stewart qui avait travaillé sur le design des deux longs-métrages précédents du réalisateur et qui est aussi cette fois-ci crédité au scénario. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Tom Moore, on peut dire qu'en 3 longs métrages, il creuse un sillon assez particulier, mettant en scène des enfants aux prises avec des événements surnaturels, souvent inspirés directement du folklore irlandais. Le Peuple Loup se déroule d'ailleurs à Kilkenny, ville qui a vu grandir Tom Moore.
Au XVIIe siècle, ça, c'est la petite Robin, une petite blondinette de 11 ans, et son papa Bill Goodfellow sont des immigrés anglais. Le papa est un chasseur engagé par le seigneur local pour débarrasser la forêt alentour de la meute de loups qui y habite. Alors que Robin bafoue les ordres de son père et entre dans la forêt en secret, elle fait la connaissance de Meb, une Wolfwalker, soit une petite fille au pouvoir guérisseur, qui devient louve lorsque son enveloppe humaine est endormie. Voilà, c'est moi qui vais commencer sur le film de Tom Moore. Eh bien, moi, j'avais vu Le Chant de la Mer qui m'avait beaucoup touché. Et ce film-ci, je dirais, au niveau de l'animation, c'est encore un pas en avant. Je pense que le film est vraiment non seulement assez beau, mais très cohérent et très intéressant au niveau de ce qu'il propose visuellement. C'est un geste plus radical, en fait, que ne l'était le Chant de la Mer, dans le sens où, ici, certaines fois, on est presque dans une forme de cubisme, en fait, par rapport au décor et au personnage, de ce qui se passe à l'arrière-plan et de ce qui se passe au premier plan. Est-ce que c'est pas parce qu'il entre guillemets il s'inspire justement de l'art pictural de l'époque qu'il est en train de dépeindre, entre guillemets, dans son travail sur les perspectives, ou même quelquefois l'absence de perspective? Oui, si, tout à fait, tu as sans doute raison. En tout cas, ça donne il y a ce côté où il joue constamment avec la perspective, et du coup, tu as des plans où tu as des aplats complets, et puis au premier plan, tu vas avoir les personnages qui sont détachés du fond et qui sont dans une animation plus traditionnelle. Il va jouer sur des effets aussi papier découpé, de calque, etc. Constamment, il y a une recherche graphique là-dessus, qui en plus est en contrepoint total avec les moments, il y a certains moments dans le film où on va être dans le point de vue des loups eux-mêmes, et qui ont une perception complètement autre de la réalité. Et là, on va être dans un mouvement beaucoup plus fluide, beaucoup plus immersif, où on va avoir des plans subjectifs très longs dans la forêt. Il va aussi y avoir un jeu sur les couleurs. Il va aussi représenter l'odorat, en fait, des loups, qui a une grande importance dans son scénario. Il va trouver un moyen pictural au niveau de l'utilisation des couleurs pour représenter cet odorat, pour représenter les différentes odeurs. Et c'est assez impressionnant, c'est assez envoûtant aussi quand on voit le film. C'est vraiment, ça nous embarque, ça nous donne ce côté extrêmement séduisant de devenir loup, puisque les Wolfwalkers en effet sont soit humains soit loups. On va dire que sa limite, c'est peut-être que le récit reste relativement attendu. C'est un récit d'initiation, même si il va quand même convoquer des thématiques assez contemporaines, la sororité, l'écologie. Non, mais jamais au forceps. C'est quelque chose qui vraiment émane de son récit et du cadre. Tu sens pas quelque chose qui est appliqué en surcouche par-dessus. Non, tout à fait. On n'a pas mis un tampon MeToo sur le scénario. Et je trouve que malgré ce récit qui déroule de manière relativement attendue, il y a quand même un très beau trajet qui est le trajet du personnage du père, qui va avoir un revirement qui est très bien travaillé et qu'on va sentir très protecteur par rapport à sa fille, et la relation de protection qu'il a par rapport à sa fille est extrêmement bien travaillée et trouve un point d'orgue émotionnel assez beau, je trouve. Voilà, Manu. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour le coup, j'ai pas vu les précédents films de Tom Moore, mais justement, on a traité de 2 films d'animation cette année, le film de Rémi Chaillet, Calamity, qui peuvent se recouper par certains aspects, notamment le traitement que peuvent avoir les 2 réalisateurs de la nature et de l'environnement autour de leur héroïne. Mais ce qu'on avait pu pointer chez Chaillet, qui était une problématique peut-être de public cible du film, qui faisait que à un moment une certaine intensité était abandonnée. On avait notamment parlé de ce moment où le personnage de Calamity tombait dans ce trou noir au sein de la mine, et c'était quelque chose qui était extrêmement évacué au sein du récit. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a une très bonne gestion, entre guillemets, des aspects pas horrifiques, mais entre guillemets plus adultes, qui sont toujours montrés avec une certaine distance, mais sans jamais tomber dans une ellipse autour de ce traitement-là. Je trouve le film assez habile justement dans cette manière de trouver la bonne distance vis-à-vis de son spectateur. Ça m'a fait beaucoup penser, notamment tous ces passages où on voit la vision, entre guillemets, du Wolfwalker. Donc c'est ces passages qui ont été, au vu de ce que j'ai compris, simulé en premier en 3D avant d'être travaillé en 2D. Moi, ça m'a fait penser à un magnifique jeu qui avait été édité par Capcom il y a, je pense maintenant peut-être une quinzaine d'années, qui était Okami,
c'est pour le coup pour dresser le parallèle avec l'animation japonaise que je pense que le film entretient, puisque il y a des citations directes de Princesse Mononoke de Miyazaki, mais je sais que Tomu revendique aussi la parenté avec le cinéma de Takahata et principalement le dernier film de Takahata. Donc voilà, non, moi j'ai vraiment été extrêmement séduit par ce film. Je pense que tu as assez balayé toutes les qualités qu'il y avait autour du Peuple Loup. Donc voilà, s'il y a un film, je pense, à voir et à amener vos enfants en salle, c'est vraiment le Peuple Loup, quoi. Super, ben voilà, on va pas plus débattre sur le film, surtout que Lucien ne l'a pas vu. Il était trop occupé à revoir Annette pour voir le Peuple Loup. Mais j'espère que tu le rattraperas. Je l'ai vu, mais je râle, donc je me tais. J'espère que tu le rattraperas quand même. Non, vous donnez envie et évidemment je le rattraperai. Très bien, bah écoutez, je pense que nous allons maintenant passer au dernier très gros morceau de la soirée, Last Night in Soho de Edgar Wright. I got this kind of gift. I can see people, places, things others can't. This is the closest most people ever get to their dreams. They're not just dreams. Jack, I don't want to do this. You think you can just walk away? They really happened. What did you see? You can't save me. Réalisateur, scénariste et producteur britannique, Edgar Wright a signé un premier long métrage en 1994, A Fistful of Fingers, avant de poursuivre sa carrière à la télévision. En 1998, il rencontre l'acteur, humoriste, scénariste Simon Pegg et participe activement au succès de la série Spaced, dont il réalise les 14 épisodes, forgeant à l'écran le tandem Simon Pegg-Nick Frost qu'il mettra ensuite en scène dans 3 longs métrages fort connus, Shaun of the Dead en 2004, Hot Fuzz en 2007 et Le Dernier Pub avant la fin du monde en 2013, aussi connu sous le nom de la trilogie Cornetto. En parallèle, Edgar Wright entame une carrière à Hollywood avec Scott Pilgrim vs. The World en 2007 et Baby Driver en 2017. Lien avec un autre film de la soirée, il a aussi réalisé très récemment un documentaire sur les Sparks, The Sparks Brothers. Alors, retour en Angleterre pour ce Last Night in Soho dont Edgar Wright co-signe le scénario avec Christy Wilson Cairns, crédité en 2019 au générique de 1917 de Sam Mendes dont on avait parlé ici. Le film, donc Last Night in Soho, raconte l'histoire d'Eloise Turner, une jeune fille des Cornouailles, passionnée par la mode et les 60s, qui monte à Londres pour intégrer une école de stylisme. Mise en garde par sa grand-mère contre les dangers de la grande ville qui aurait jadis tourné la tête de feu la maman d'Héloïse, la jeune fille quitte vite sa cité estudiantine pour louer une chambre chez une vieille dame. Dès sa première nuit, notre héroïne se retrouve propulsée dans le Soho des années 60, où son trajet va se superposer avec celui de Sandy, une aspirante pop star. Alors, le film est interprété par Thomasine McKenzie, qu'on avait vu dans Jojo Rabbit de Taika Waititi en 2019, et qui sera bientôt à l'affiche de The Power of the Dog de Jane Campion. Et Sandy, donc son espèce de double fantasmé, on en parlera j'imagine, est interprété par Anya Taylor-Joy, révélée par The Witch de Robert Eggers, Robert ou Roger, je sais jamais, en 2015, et qui sera bientôt la Furiosa de George Miller. Le cast compte aussi d'authentiques gloires du swing in London, Terrence Stamp, qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, et Diana Rigg, immortalisée par le rôle d'Emma Peel dans la série Chapeau melon et bottes de cuir, et qui trouve ici son dernier rôle, malheureusement. À noter que la photographie du film est signée du coréen Chong Hoon Chong, collaborateur entre autres de Park Chan-wook. Alors, c'est Manu qui va commencer sur ce film que nous attendions fortement. Manu, qu'en as-tu pensé ? Ben moi je n'ai pas vu 5 fois comme Lucien Annette, mais une fois sorti de la salle, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est juste d'y retourner, quoi. C'est pour moi un film qui m'a procuré le même degré d'exaltation que j'ai pu avoir en découvrant notamment les Giallo d'Argento ou de Mario Bava, et pourtant c'est un genre qui a été revisité ces dernières années par de nombreux cinéastes, par des Kate Forzani ou alors des empreintes très explicites
Monsieur Nicolas Winding Refn, carrément le remake de Suspiria, mais pour moi, aucun de ces films-là n'a su reproduire ce degré d'inventivité formelle ou ce même degré, je vais dire plutôt de stimulation sensorielle que m'a procuré Last Night in Soho, au point de vouloir y retourner et replonger dans ce bain-là. Donc voilà, c'est un film extrêmement référencé, mais qui pour moi arrive à s'émanciper complètement des emprunts qu'il fait. Tu parlais de Diana Rigg, il y a une manière de conclure le film, moi, qui me bouleverse complètement dans le traitement de Diana Rigg. On va pas spoiler par rapport à ce qui se passe dans le dernier acte du film, moi, mais je trouve ça d'une hyper intelligent, à la fois dans ce qu'elle a pu représenter de la culture des 60s, de ce qu'il lui donne comme rôle, et pour le coup, on est bien loin du sort réservé par exemple, à une Carrie Fisher dans les films Star Wars. Là, je trouve qu'il y a une sortie de carrière, entre guillemets, un dernier rôle extrêmement beau, extrêmement habité, qui me moi, en tant que alors ça nécessite peut-être un petit bagage culturel sur à la fois le long de ces années-là et le cinéma de ces années-là. Moi, c'est un final qui me bouleverse totalement, quoi. Bah, jusqu'à présent, je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Manu. Je pense que ça différera plus tard. Mais parmi ce que tu as dit, qui me semble hyper intéressant, Manu, alors j'aime beaucoup en sous-texte, et contrairement à la lecture première, je veux dire, du film, j'y reviendrai, la manière dont Wright va questionner ces images qui s'interpénètrent, je sais pas si je peux dire ça comme ça, et majoritairement comme des images du passé fétichisées, extrêmement référencées d'un point de vue cinématographique comme historique, entre guillemets, avec un grand H. Donc là, je parle de l'histoire du cinéma et de l'histoire de Londres, en l'occurrence, et comment ce mélange des images du passé avec celles d'aujourd'hui, enfin, comment ces images du passé, plutôt, vont impacter le présent dans le film, et donc le futur. Ici, de manière d'abord chatoyante, à travers le Londres fantasmé des 60s, et puis d'une très grande noirceur à travers les images de l'histoire du cinéma d'horreur. Et là-dessus, et puis je passe vite la parole à Oli, mais je trouve que le film est assez intelligent dans ça. En fait, enfin, je sais pas si c'est une question d'intelligence, mais ça m'intéresse. Je trouve que le film ne cherche que très peu à faire peur, mais plutôt à tout instant à réinterpréter les formes et les codes du cinéma d'horreur, des différents cinémas d'horreur même. En tant que cinéphile, oui, à ce niveau-là, formellement, le film est passionnant. Bah, je vais rebondir sur deux notions que vous avez abordées, la notion de suspense, ou en tout cas la notion d'horreur, et l'émotion. Moi, j'ai un rapport assez ambivalent avec ce film. Bon, déjà, c'est un gros plaisir de spectateur. Je veux dire, c'est un film qui a vraiment de la gueule, qui est sublime à regarder, qui est extrêmement, dans toute sa première partie, voilà, très virtuose, qui non seulement virtuose au niveau de son scénario, mais aussi virtuose surtout au niveau de sa mise en image. C'est un film qui donne constamment au spectateur énormément. C'est plusieurs fois, je me suis dit dans ce film, oh putain, c'est malin, oh là là, ça c'est malin. Le coup de, voilà, pour pas trop spoiler, au début du film, elle s'installe dans la chambre de cette logeuse, et il y a un néon qui va déconner dans la rue juste à côté, qui va éclairer sa chambre alternativement en bleu et puis en rouge, et sont deux couleurs extrêmement fortes qui seront travaillées tout au long du film. Je me suis dit, ah ouais, c'est malin. Autre qualité du film, c'est l'interprétation, je trouve, de Thomasine McKenzie, que je trouve absolument parfaite dans le rôle. Soit. Mais par contre, j'ai un problème, en fait, de positionnement par rapport au fantastique du film, ou à la dimension fantastique du film. C'est-à-dire que je trouve que les règles, entre guillemets, les règles de l'univers d'Edgar Wright sont pas très bien posées et pas très claires. Le film se positionne jamais sur le fait que est-ce que Ellie et Sandy, est-ce qu'elle interprète ce double dans sa revisite de l'ancien Londres, ou est-ce qu'elle est une espèce de spectatrice? Il y a des fois où ça oscille vachement. Ça pourrait ne pas être un problème si le film était, bon là je spoil un peu du coup, mais si le film était complètement mental, ce que Edgar Wright semble nous dire pendant un bon moment, si le film était complètement mental, ça poserait pas de problème. Mais le problème, c'est que du coup, comme on se dit tout le temps que le danger vient de l'intérieur de la tête d'Ellie, qu'on est dans une espèce de film un peu psychanalytique,
un peu paranoïaque comme ça, bah moi j'ai jamais vraiment peur dans la deuxième partie. Je ne fonctionne jamais au suspense et je ne fonctionne pas non plus à l'émotion de ce qui se passe dans le dernier acte du film. J'ai vraiment du coup une espèce de détachement émotionnel qui se fait par rapport à ça. Alors, après avoir été parfaitement d'accord avec Manu sur les qualités du film, je vais être relativement parfaitement d'accord avec Oli sur ce qui me semble être ses défauts, et de tout de suite me mettre alors, en défaut de toi, Oli, quand tu disais que tu trouves que le film est narrativement... Enfin, je peux peut-être parler de maestria formelle et narrative, je sais plus exactement. Virtuose dans sa première partie, dans toute son exposition, toute son introduction. Okay, ça, alors je suis parfaitement d'accord. J'ai en effet des problèmes semblables aux tiens qui me font remettre en question pas mal de scènes du film, en fait. Et pas que a posteriori, parce qu'on pourrait se dire oui bon bah, quand on a vu le film on pourrait revenir sur certaines choses en se disant bah attends mais alors ça tient pas, mais en fait non, il y a des trucs qui en temps réel sont questionnants, je trouve, à ce niveau-là. Il y a tout un tas de fausses pistes qui sont très étranges et qui à nouveau dans ce truc on sait jamais réel ou pas, et en fait on pourrait dire oui c'est une volonté de se perdre, etc. Sauf qu'en fait pour moi le truc fonctionne pas vraiment, c'est juste ça marche pas vraiment. Il y a des fausses pistes autour de Terence Stamp dont on sait jamais vraiment qui il est, mais en même temps c'est Terence Stamp, et en même temps, enfin bon voilà, avec la mère de la personnage principale. Est-ce que la vieille est la mère? Est-ce que le personnage de Taylor-Joy est la mère jeune? Est-ce que c'est le même personnage? Tout ça est un peu fabriqué, je trouve, à certains moments. Alors ça n'enlève en rien le plaisir immense qu'il y a à regarder toutes ces scènes, mais j'ai quand même du mal à suivre le truc. D'autant qu'en plus, je trouve qu'il y a des scènes qui sont... Tu parlais de scènes inutiles tout à l'heure dans le Carax. Ici, je trouve qu'il y en a pas mal. Là, il y a une scène je veux dire, la scène du ciseau. À quoi elle sert? Je sais pas. À part, en effet, à créer quelque chose de Tu parles de la scène dans la bibliothèque? Ouais. Tu parles de la scène dans la bibliothèque? Bah, si, là, moi, je vois à quoi ça sert. Là, moi, pour le coup, je vois à quoi ça sert, puisque... Pardon, je termine juste et puis tu reviendras là-dessus, mais comme ça, je termine sur les trucs qui me semblent un peu étranges. Toute la relation amoureuse avec le personnage qui est incarné par un acteur affreux, il est mauvais, quoi. J'y crois jamais et je comprends pas bien son utilité non plus. Enfin voilà, tout ça me pose un peu problème, et en effet, au-delà pour revenir sur ce que disait Oli, cette espèce de parallélisme entre les deux personnages principaux, on va dire les deux personnages féminins, Taylor-Joy et l'autre dont j'ai oublié le nom. On sait jamais par quel côté le prendre. Juste pour finir sur la scène justement la scène du ciseau, là moi me semble être une des scènes les plus intéressantes dans la deuxième partie du film, puisque à ce moment-là on se rend compte que Ellie, dans sa paranoïa, ou en tout cas dans tout le fantasme qu'elle nourrit, devient vraiment se mêle à la physiquement, réalité, oui. Physiquement une menace, tu vois. Enfin. Ouais, mais justement, tu vois, moi, typiquement, on peut parler d'un des points les plus problématiques du film, qui est effectivement l'interprétation de ce jeune love interest du film. Et très paradoxalement, alors je vois très bien que cet acteur est très mauvais. C'est quelque chose qui ne me pose absolument pas problème dans le film. Et je me suis posé la question, pourquoi en fait? Parce que effectivement, des soucis du film résident principalement, à mon sens, effectivement, dans des points d'écriture du film. Je sais pas si c'est entièrement imputable à Edgar Wright ou à sa co-scénariste, qui était quand même la même scénariste que 1917, sur lequel je pointais une certaine artificialité aussi d'écriture. Ouais. Moi, en fait, le film résonne et fonctionne d'un point de vue visuel et musical. Toi, tu convoquais tout à l'heure par rapport à, quand on parlait d'Annette, l'opéra. Pour moi, il y a cette même dimension dans Last Night in Soho. Et en fait, pour moi, c'est ce personnage de Love Interest. Si effectivement, je vois concrètement que le mec est mauvais, il me pose pas de problème, parce que pour moi, il fonctionne comme un contrepoint musical. Ça, c'est même assez explicite. Le personnage est noir. C'est quasiment, on est quand même carrément dans une logique même visuelle à ce niveau-là de ça. Alors effectivement, son ton quasiment efféminé de répondre, très posé, qui est l'antithèse de la masculinité toxique qui est montrée au sein du film. Voilà, pour moi, c'est juste c'est très clair que c'est juste l'antithèse. Pour moi, c'est un contrepoint musical, et effectivement, tout serait là pour que ça fonctionne pas. Mais vu que le film fonctionne tellement d'un point de vue visuel, en fait, je l'achète de cette manière-là. Parce qu'en plus, si concrètement
on allait regarder de la même manière la structure scénaristique d'un film comme Suspiria ou d'autres films dont on a parlé, on pourrait bien sûr. rebattre, etc. Et pour moi, la qualité de ces films-là ne repose pas là, et on peut toujours... je pense que c'est des mauvaises grilles de lecture à appliquer sur certains films par rapport à la proposition qui est la leur. Et voilà, moi en tout cas, c'est un des films visuellement les plus stimulants que j'ai vu ces dernières années. Je pense peut-être pas, je tirerai pas la comparaison jusqu'à un Mad Max, mais je veux dire, j'ai vraiment un plaisir sensoriel qui est constamment renouvelé de scène en scène, etc., qui est tellement rare que pour moi c'est vraiment un film important. Et je te dis, cette nécessité de me dire faut que je retourne tout de suite. Il y a peu de films qui me procurent ça, et aussi ce plaisir-là. Bon, on n'a pas parlé de la pure mise en scène du film, mais cet effet de sidération de spectateur premier de cinéma, de se dire comment ils ont fait ça. Le film a un côté spectaculaire dans cet aspect-là que beaucoup de films ont perdu en fait. Bon, maintenant on sait comment certaines scènes ont été tournées, justement elles sont tournées à l'encontre de ce qu'on pourrait penser, justement avec beaucoup d'effets de plateau, contrairement à des effets qu'on pourrait penser en termes de raccord numérique ou quoi que ce soit. Il y a un truc, je pense, qui est pas négligé dans la fascination que peut procurer le film, c'est dans cet effet d'émerveillement et de spectaculaire qui est provoqué par l'idée de mais comment ces choses-là ont été faites en fait. Mais en fait, alors tu dis plein de choses qui sont super intéressantes, et désolé Oli parce que j'ai envie de rebondir dessus directement. Je suis très d'accord avec ce que tu dis à la fin, Manu, et c'est justement, ça fait partie des choses qui moi m'ont énormément plu, et dans Last Night in Soho et dans Annette. Ce truc de l'effet, de la mise en scène en dur quasi tout le temps entre guillemets, même si bon, il me semble qu'il y a quand même du numérique dans les deux, et il y en a plus chez Wright que chez Carax, mais il y a beaucoup d'effets en dur. Je trouve pas d'autres termes pour signifier ça. Et c'est en effet, quand on aime le cinéma, c'est réjouissant. Mais c'est pas moi quand je parle d'effet en dur, c'est pas dans un effet passéiste entre guillemets pour jouer le cinéma virtuel contre une absence d'effets spéciaux, mais c'est juste de retrouver un sens du spectaculaire qui a à mon sens un peu disparu dans ce type de cinéma. Exactement, en fait c'est ce que je disais aussi sur Annette, et je suis assez d'accord là-dessus sur ce film-ci aussi. Par contre, pour revenir sur ce que tu disais plus tôt sur le côté sur ce que le film raconte et la manière dont il raconte en le comparant à Suspiria, etc. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc qui diffère très fort dans ce film-ci, c'est qu'il met très en avant son discours. En tout cas, son discours premier. Je parlais tout à l'heure d'un discours qui est plus en sous-texte, que je trouve super intéressant. Et ici, à la fois, il est extrêmement sursignifiant sur certains points, et particulièrement dans son rapport au féminisme, et par instant un peu flou en même temps dans son refus total de la nostalgie. Et il y a un truc que j'arrive pas à capter dans le film, alors peut-être que vous allez m'expliquer, mais il y a certains moments où vraiment j'ai eu l'impression qu'il me disait c'était pire avant, donc bon, maintenant de quoi elle se plaigne, quoi. Il y avait un peu ce côté-là qu'on retrouve en plus à travers les mauvaises accusations par rapport, enfin c'est un spoil, désolé, mais par rapport aux mauvaises accusations par rapport au personnage de Terence Stamp. Et en fait, à nouveau, c'est ça, cette espèce d'inventivité qu'il y a entre la forme moderne et les références passées, je vais dire, que je trouve brillant formellement, et en même temps sur le fond. Alors on sait qu'il faut jamais, mais bon, sur le fond de la forme, je veux dire, ça me fait questionner son rapport au passé qui est très trouble. À la fois, il refuse toute nostalgie, et en même temps, il l'est très fort. Enfin, il y a un truc très étrange. Et même de la même manière, à nouveau, pour reparler de ce personnage de Love Interest que je trouve problématique, il y a une dichotomie des personnages masculins à l'ancienne qui sont hyper toxiques mais aussi hyper charismatiques, et de ce personnage masculin contemporain qui est totalement effacé, qui est parfaitement anti-charismatique, et qui est même en fait carrément pas construit autrement que par le mec qui aide dès le départ, dès son entrée dans le récit, contrairement aux personnages du monde ancien, je vais dire, qui sont tout de suite construits par l'action, par des choses beaucoup plus révélatrices et beaucoup plus charismatiques. Ils sont pas plus construits, mais ils sont construits dans une imagerie de cinéma auquel on adhère plus facilement, mais à mon sens, ils sont pas plus construits. Mais je pense que l'ambivalence que tu poses du positionnement de Wright vis-à-vis de son discours sur les 60s, c'est pour moi aussi tout l'intérêt du film, c'est qu'entre guillemets, il a pas un discours de vieux con nostalgique, ou du moins de vieux con justement
nostalgique ou pas nostalgique, mais entre guillemets, il a pas un discours uniforme sur la chose. Et pour moi, s'il était aussi explicite que ça, il y aurait pas des articles aussi cons que ceux des Inrocks sur le film. C'est justement parce que le film propose une dialectique un peu plus complexe que pour moi le film se retrouve intéressant dans son rapport, dans la manière dont il questionne. Je la trouve pas si complexe que ça, moi, cet finalement. héritage cinéphile et voilà, faut aussi cinéphile mais aussi musical, puisque on est quasiment là aussi dans un film qui pourrait se poser comme une comédie musicale, comme pourrait l'être la parenté qu'on a dressée avec Annette. Donc voilà, mais je pense que justement pour moi c'est quelque chose qui est explicité dans le dernier échange entre Diana Rigg et le personnage de Ellie. Voilà, c'est d'accepter aussi tout ce qu'il y avait de bien dans ces années-là, mais ne pas aussi avoir des œillères sur plein d'autres aspects de ces années-là. Et de réconcilier ces deux choses-là, de ne pas être dans une vision idéalisée de cette époque-là, mais de pas aussi être dans le versant inverse, et d'avoir un rapport apaisé et serein vis-à-vis de ça. Et pour moi, le dernier plan du film, il est assez explicite dans ça, qui reproduit un des moments le premier moment où en fait on va avoir ce dédoublement entre le personnage de Mackenzie et de Nana Taylor-Joy, qu'elle rentre dans le club, qui fait déjà écho au reflet de la mère de Mackenzie dans l'ouverture du film. Et voilà, pour moi, il y a quelque chose, pour le coup, d'un rapport apaisé vis-à-vis de ce passé-là. T'as probablement raison, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas ce qui résulte en premier dans le film, quoi. Très bien, messieurs, merci. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a été assez long sur Last Night in Soho de Edgar Wright, même si je pense qu'on pourrait encore en parler pendant des heures. J'en avais encore derrière le chapeau. Je suis sûr que Manu aussi. Mais on va passer maintenant au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Eh bien, nous arrivons maintenant dans la phase finale de cette émission, la phase des conseils, mais ça va plus être une revue de sortie finalement, puisque nous allons parler entre autres de Jacques Audiard et de Wes Anderson, mais c'est Manu qui va commencer. Alors Manu... Eh ben moi, je vais vous parler de Cop Shop, le dernier film en date de Joe Carnahan. Joe Carnahan, on n'a pas vu de film en salle depuis une dizaine d'années, puisque le dernier film de Carnahan à être sorti en salle était Le Territoire des loups en 2012. Et donc le voilà de retour avec ce Cop Shop, quelques mois après la sortie directement en vidéo de Boss Level, qui nous avait plutôt refroidi. Et voilà, c'est pas un retour en grande fanfare de Carnahan, mais c'est en tout cas beaucoup plus réjouissant que ne l'était Boss Level. Tout d'abord parce que je pense que, contrairement à Boss Level, qui pour moi pâtissait déjà d'un problème de casting dans la personne de Franck Grillo, parce que Franck Grillo est peut-être quelqu'un d'extrêmement sympathique, mais c'est un acteur assez limité et aussi extrêmement peu charismatique, et donc de le caster dans un rôle d'héros d'action était, à mon avis, un petit peu un contresens, au-delà même des problèmes budgétaires, à mon avis, qui entouraient la production de Boss Level. Là, en faisant jouer à Franck Grillo un rôle plus en retrait, qui joue sur une image beaucoup plus viciée, du moins beaucoup moins charismatique du personnage, qui joue réellement de ce déficit de charisme du personnage, tout en l'opposant à un acteur qui est tout aussi limité, mais un peu plus charismatique, qui est Gérard Butler, même si bon, le charisme de Gérard Butler se limite à mon sens à une comparaison entre une paire de charentaises et une paire de mocassins. Voilà, bon, c'est un film qui a échappé en cours de post-production à Joe Carnahan, donc c'est un film qui n'assume pas, contrairement à Boss Level, même si moi, très paradoxalement, et là c'est toute la problématique liée au cinéma d'auteur, on va dire, c'est un film dont Carnahan a été dépossédé, mais qui est un film qui me satisfait plus en tant que spectateur que Boss Level. Donc voilà, c'est un film qui m'a réconcilié avec Joe Carnahan, mais qui n'a pas forcément, à mon avis, réconcilié Carnahan avec le cinéma hollywoodien actuel. Très bien, merci Manu. Eh bien, je vais enchaîner puisque je suis allé voir le nouveau film de Jacques Audiard. Je suis allé voir Les Olympiades, figurez-vous.
Je commence peut-être cette petite micro-critique en disant que habituellement, je suis quand même plutôt client du cinéma de Jacques Audiard. Je sais que ça divise certains. Si il adapte trois nouvelles du dessinateur Adrian Tominé, qui est un dessinateur américain, dont 2 nouvelles qui sont issues du recueil Les Intrus. Il les adapte de manière très 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 lointaine, enfin il prend un petit peu d'inspiration dedans. Moi qui connais un peu le travail de Adrian Tominé, je peux dire qu'on ne retrouve absolument pas l'esprit ou ce qui fait la sève, ce qui fait le propos de Adrian Tominé dans le film de Jacques Audiard. Jacques Audiard, lui, s'intéresse plus à des espèces de circonvolutions sentimentales de 3 personnages jeunes dans le 13e arrondissement parisien. Voilà, comme ça, c'est pas hyper vendeur, mais... Non, c'est vrai que tu vends pas du rêve, là, comme ça. Non, pas trop, mais en fait, finalement, le film, c'est ça, hein, c'est vrai, c'est vraiment ça. Donc, c'est 4 personnages assez jeunes, on va dire, fin de vingtaine, début de trentaine, qui vivent dans le 13e arrondissement de Paris et c'est une espèce de chassé-croisé amoureux, autant des applications de rencontres par téléphone, du polyamour, etc. En gros, c'est un peu ça. Alors, il y a c'est un film un peu mi-figue, mi-raisin, de nouveau. La bonne nouvelle avec ce film, je trouve, c'est que... Un film Olivier Greenhardt, en fait. Non, mais depuis Deep Pan en 2015, pour moi, Jacques Audiard est un peu dans une espèce de panne d'inspiration. La bonne nouvelle, selon moi, c'est qu'il en est conscient et qu'il cherche à se renouveler. Déjà en renouvelant ses collaborateurs assez fréquemment, ou ici avec les Olympiades, il a une volonté de tourner assez vite avec ces jeunes comédiens qui sont quasi inconnus. Il y a que Noémie Merlan qu'on a vu dans la Portrait de la jeune fille en feu, qui est un visage connu. Mais tout le propos ici sur les amours modernes, justement, autant des applis, cette jeunesse diplômée, mais un peu dans une impasse professionnelle, etc., dont il parlait beaucoup en conférence de presse à Cannes, etc. Pour moi, tout ce propos-là, il est vraiment pas très intéressant, pas très développé, ça va pas très loin, et je pense qu'il y a une bonne partie de la critique francophone qui s'apprête à lui tomber dessus à bras raccourcis en le traitant de vieux con. C'était déjà le cas à Cannes. C'était déjà le cas à Cannes, mais bon, donc voilà. Mais après, je trouve que dans le film, il y a vraiment un très beau personnage qui est incarné par une jeune actrice qui s'appelle Lucy Zhang, personnage qui est libre comme ça, frondeur, on y croit vraiment, dans l'air du temps, elle sonne juste, vraiment attachant. Malheureusement, les autres personnages sont pas à la hauteur, et particulièrement le personnage justement de Noémie Merlan, où là, tout sonne faux, c'est assez terrible, c'est même parfois ridicule, mais sur l'ensemble, je trouve que visuellement le film est assez beau et que rythmiquement surtout il tient le coup, surtout qu'on retourne assez souvent sur le personnage de Lucy Zhang qui là du coup fait passer la pilule. Donc je dirais que c'est un film qui est intéressant à voir, mais qui malheureusement passera pas le cap d'une deuxième vision ou laissera pas une trace indélébile dans la carrière de Jacques Audiard, ça c'est clair. Lucien ? Moi, je vais vous parler brièvement de 2 sorties récentes que j'ai vues, qui sont donc The French Dispatch et The Last Duel, le dernier duel, et la dépêche française, n'est-ce pas ? Alors, très rapidement, le Wes Anderson, mais c'est du sur-Wes Anderson. C'est une sorte de Grande Budapest Hotel au carré qui est assez fascinant à bien des aspects, mais qui est trop plein d'informations visuelles partout. Les personnages parlent très vite, alors si on n'a pas un niveau d'anglais parfait, on est un peu obligé de temps en temps de se rattacher aux sous-titres, et alors il y a beaucoup trop d'informations, c'est vraiment très difficile à suivre. Je trouve le film beaucoup plus intéressant quand il s'épure un peu dans une... C'est pas vraiment un film à sketch, mais disons qu'il y a des histoires qui s'entremêlent. Il y a une partie des histoires qui tournent autour de Benicio del Toro, qui est d'abord un acteur que j'aime d'amour et que j'adore regarder simplement, mais qui en plus, bon voilà, il est un peu en sous-jeu. On est chez Wes Anderson, hein, tous les acteurs sont un peu en sous-jeu. Mais oui, où le personnage joue un peintre et Léa Seydoux joue sa muse, elle est Maton, il est prisonnier. En gros, c'est plus ou moins ça. Et de par le cadre même de l'histoire, qui est donc une prison, les cadres sont un peu plus vides, cette séquence-là est en noir et blanc, donc on a moins d'informations, et l'histoire est un peu plus émouvante, un peu plus agréable à suivre. Et
Bon, voilà. De manière générale, en fait, je pense qu'on arrive à un moment dans le cinéma de Wes Anderson où, en fait, pour le coup, là, on a beaucoup parlé de cet éternel débat forme-fond, etc. Là, déjà pour moi, de manière générale, il est difficile de séparer les deux, mais chez Wes Anderson, en fait, il n'y a que la forme, les choses ne passent que par la forme, il n'y a pas d'autres possibilités, quoi. Et donc, c'est de par ce fait même, le film est absolument passionnant et en même temps beaucoup trop plein que pour être vraiment émouvant et donc intellectuellement, je veux dire, artistiquement passionnant, mais un peu ennuyeux. Un peu chiant, on peut dire. Alors. On peut dire ça. Et donc, le dernier duel de Ridley Scott, qui est pour moi son meilleur film depuis fort longtemps. Alors, je vais pas citer Depuis J. Jane. Oui, exactement, depuis L'âme de fond. Je vais pas citer de titre parce qu'il y en a qu'il faudrait que je revoie probablement, mais en tout cas, ça fait longtemps pour moi. On a beaucoup pitché le film sur le fait que c'était le dernier duel judiciaire en France sous la forme sous une narration à la Rashomon. C'est vrai, c'est exactement de ça dont il s'agit. Et le film est assez brillant dans son traitement, je trouve. Alors déjà pour le coup, ça nous change de son Robin des Bois, quoi. Vraiment, la mise en scène médiévale, elle a une autre gueule, quoi. Mais surtout, je trouve que dans sa mise en scène, il arrive à traiter et dans cette narration qui est très singulière, il arrive vraiment à traiter le sujet du viol de ce personnage, parce qu'il s'agit d'un personnage qui est violé et dont le mari va intenter un procès, va demander un duel judiciaire contre le violeur parce qu'il a pris sa possession. On parle donc de sa femme. Le film est évidemment lié à bien des événements récents et il en est très conscient. Mais à travers de très légers détails, de très légères variations de mise en scène selon les points de vue utilisés, le film arrive à être assez pertinent et beaucoup plus ambivalent que ce qu'on a bien voulu le dire. Enfin, ambivalent, je sais pas si c'est le terme, mais disons beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe. Et puis, vraiment, c'est un film malin et agréable à suivre, ce qui vraiment dans le cinéma de Ridley Scott dernièrement est peu arrivé, je trouve. Je trouve que le scénario peut avoir un côté un peu démonstratif, là où la mise en scène est assez fine là-dessus. Et même dans l'utilisation de certains cartons à certains moments qui sont placés au bon moment et je vais pas spoiler parce que c'est pas vraiment un spoil, mais disons qu'il y a un jeu autour d'un carton dont certains mots s'effacent de la même manière que chacun des points de vue diffère simplement diffère selon les personnages qu'il raconte. C'est malin et en plus le duel en question est d'une sauvagerie comme j'en ai plus vu depuis très longtemps. Ce qui en plus vient ponctuer un film qui est assez discursif, disons, pas tant dans la parole que dans la manière dont il la met en forme. Mais ouais, ce dernier duel est probablement en termes d'action ce que j'ai vu de plus impressionnant chez Ridley Scott depuis très 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 longtemps aussi. Voilà. C'est parce que tu n'as pas vu Covenant, c'est pour ça. C'est pour ça que tu es autant. Si, je l'avais pas vu à l'époque où vous l'avez chroniqué, mais je l'ai rattrapé depuis. Je sais pas si je l'ai rattrapé ou si c'est lui qui m'a rattrapé, mais en tout cas, ça s'est pas bien passé entre nous. Très bien, merci messieurs. Eh bien, voilà, c'en est fini pour cette 50e émission. J'espère que ça vous aura plu, chères auditrices, chers auditeurs. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, à subscriber notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous mettre des pouces, à commenter. On est aussi sur PodCloud, sur Podcast Addict, Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Vous pouvez aussi écouter nos contenus sur toutes vos applis préférées et bien sûr, aller sur notre site et vous inscrire à notre newsletter transmission, lepodcast.com. Merci beaucoup, Manu.